Que diriez-vous si nous vous disions que la Chine vient de résoudre une crise énergétique que les scientifiques américains appellent physiquement impossible depuis plus d'un demi-siècle? Que se passerait-il si pendant que les États-Unis s'auto-congratulaient d'être la superpuissance énergétique mondiale, des ingénieurs chinois construisaient discrètement quelque chose de si révolutionnaire, si audacieux que cela pourrait rendre toutes les centrales nucléaires de l'Ouest obsolètes dans une décennie? Il ne s'agit pas de simples panneaux solaires. L'Amérique en a déjà fait l'une des sources d'énergie les moins chères et les plus fiables dans presque tous ses États. Et nous ne parlons pas non plus d'éoliennes. C'est quelque chose de bien plus puissant et de bien plus révolutionnaire que tout ce que le monde a vu depuis le projet Manhattan de la Seconde Guerre mondiale. La Genèse. Mais cette histoire remonte encore plus loin. Entre 1958 et 2006, la Chine a achevé la construction de la ligne de chemin de fer Qinghai-Tibet, ou ligne Qingzhang. Aujourd'hui, avec plus de 600 miles de voie à plus de 13 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, c'est la ligne de chemin de fer la plus haute du monde. Des trains de passagers circulent désormais depuis Pékin, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Shanghai, Xining et Langzhou et peuvent transporter entre 800 et moins 1000 passagers pendant la haute saison. Bien sûr, construire un tel édifice n'a pas été une tâche facile et il y avait des goulets d'étranglement que les ingénieurs devaient contourner. Pour recommencer, environ la moitié de la deuxième section a été construite sur un permafrost à peine permanent. En été, la couche supérieure dégèle et le sol devient boueux. La chaleur des trains passant au-dessus peut faire fondre le permafrost même avec un petit changement de température. La faiblesse du permafrost est le principal problème. Pour les zones de permafrost qui ne sont pas très fragiles, un remblai de grosses pierres pourrait suffire. Cependant, dans les zones les plus fragiles, le lit de la voie doit être surélevé comme un pont. Les ingénieurs ont résolu ce problème dans les zones de permafrost les plus faibles en construisant des voies surélevées avec des fondations en pieux enfoncées profondément dans le sol. Tout comme le système de pipeline Trans-Alaska, certaines portions de la voie sont également refroidies passivement avec des échangeurs de chaleur à base d'ammoniac. Cela semble très impressionnant, mais croyez-nous quand nous disons que cette nouvelle invention écrase tout ce que la Chine a fait auparavant. Énergie pour l'avenir. Très récemment, au cœur de l'immense désert de Gobi en Chine, une équipe de 750 scientifiques a réalisé ce que les meilleurs physiciens nucléaires américains avaient déclaré être une fantaisie, un rêve-pipe qui défiait les lois de la physique et de l'économie. Ils ont mis en marche le premier réacteur à sel fondu au thorium commercialement viable au monde, et après quelques essais, il fonctionne maintenant parfaitement. Pas de fusion, pas de fuite de radiation, pas d'échec catastrophique, juste une énergie propre et illimitée qui pourrait alimenter des villes entières pour quelques centimes. Mieux encore, ce réacteur fonctionne avec un combustible si abondant que la Chine en a suffisamment enfoui dans son sol pour alimenter toute la planète pendant les 1000 prochaines années. Lorsque la nouvelle a éclaté, le silence de Washington était assourdissant. Le département de l'énergie des États-Unis, une institution qui a perdu des milliards sur des projets nucléaires échoués au cours des 2 dernières décennies, a discrètement publié une déclaration d'un paragraphe reconnaissant l'accomplissement de la Chine. Des professeurs du MIT qui avaient publiquement moqué les ambitions de thorium de la Chine ont soudainement commencé à retirer leurs articles. Des consultants en énergie qui avaient construit toute leur carrière en insistant sur le fait que les réacteurs au thorium étaient à 50 ans d'être opérationnels se sont tus sur les réseaux sociaux. Et le président Donald Trump, eh bien, ses paroles d'il y a des années semblaient soudainement prophétiques. « J'aime la Chine. » Les gens disent « Oh, tu n'aimes pas la Chine. » Non, je les aime. Mais leurs dirigeants sont beaucoup plus intelligents que nos dirigeants, et nous ne pouvons pas nous autosuffire. La Chine, vous y allez maintenant, route, pont, école, vous n'avez jamais rien vu de tel. Ils ont des ponts qui font paraître le pont George Washington comme de petites patates. Parce que voici la vérité inconfortable que aucun politicien occidental ne veut admettre, la Chine n'a pas seulement construit un meilleur réacteur nucléaire, ils ont construit une technologie qui rend toute la stratégie énergétique américaine obsolète comme un vestige de l'âge de pierre. Pendant que les États-Unis s'accrochent désespérément à des réacteurs à uranium vieillissants qui produisent rendent des montagnes de déchets radioactifs tout en posant le risque constant de désastres de type Tchernobyl, la Chine a fait un bond en avant vers le futur. Mais loin de la politique, pourquoi cela compte-t-il pour nous tous? La crise énergétique que nous espérions voir disparaître. Eh bien, c'est parce que, contrairement à ce que la plupart des gens aimeraient croire, la crise énergétique mondiale n'est pas à venir. Elle est déjà là. Les signes sont là depuis un certain temps, maintenant. Pendant l'hiver 2022, lorsque les approvisionnements en gaz russe ont été coupés, l'Europe a gelé.
Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie avertit les pays européens de préparer des mesures d'urgence au cas où la Russie couperait complètement l'approvisionnement en gaz au continent pendant l'hiver. Les choses ne vont pas beaucoup mieux en Amérique non plus, alors que le réseau électrique de la Californie continue de tomber en panne chaque été lorsque les climatiseurs devraient fonctionner à plein régime. Les choses sont encore pires dans les pays en développement à travers l'Afrique et l'Asie. Des gigatonnes de dioxyde de carbone sont injectées dans une atmosphère déjà suffocante juste pour que le charbon puisse être brûlé pour garder les lumières allumées. Et pendant que nous trébuchons dans ce bourbier, la population mondiale devrait atteindre 10 milliards d'ici 2050. Chacun de ces 10 milliards de personnes aura besoin d'électricité pour faire fonctionner sa vie. Malheureusement, il ne semble pas que nos sources d'énergie traditionnelles puissent suivre. Les combustibles fossiles cuisent notre planète en temps réel. Les vastes étendues de terre dont l'énergie solaire et éolienne a besoin pour fonctionner ne sont pas une décision sage quand on considère à quel point elles sont intermittentes. Comme elles les perturbent et même détruisent dans des écosystèmes entiers en bloquant l'influx annuel de sédiments et de nutriments, les barrages hydroélectriques sont trop risqués pour que nous puissions compter sur eux. Et l'énergie nucléaire à base d'uranium. Eh bien après ce qui s'est passé à Fukushima en 2010. En 2011, lorsque un tsunami a déclenché une fusion qui a irradié des centaines de kilomètres carrés de la côte japonaise, disons simplement que l'opinion publique s'est retournée contre l'énergie nucléaire dans son ensemble. L'humanité a besoin de quelque chose de différent, presque d'un miracle. Nous avons besoin d'une source d'énergie qui soit propre, surabondante et évolutive. Et c'est là que le thorium entre en jeu. Mais ensuite, l'histoire devient frustrante surtout si vous êtes un contribuable américain. Les États-Unis ont en fait inventé la technologie des réacteurs au thorium, ou du moins étaient l'un de ses principaux pionniers. Dans les années 1960, le Oak Ridge National Laboratory dans le Tennessee a construit et exploité le premier réacteur à sel fondu au monde, utilisant du combustible au thorium. Pendant environ 4 ans, l'installation a fonctionné sans accroc et les scientifiques l'ont qualifié d'avenir de l'énergie propre. Mais ensuite 1973 est arrivé et le gouvernement américain l'a soudainement fermé. La raison, il ne pouvait pas fabriquer d'armes nucléaires à partir de thorium. Les réacteurs à uranium que l'Amérique construisait pouvaient produire du plutonium, l'ingrédient clé pour les bombes atomiques. À l'époque, l'Amérique menait la guerre froide depuis un certain temps et la course aux armements avec l'Union soviétique avait atteint son apogée. Et donc, le Pentagone voulait des réacteurs qui pouvaient faire double emploi, générer de l'électricité et produire du matériel de qualité militaire en même temps. Le thorium ne pouvait pas le faire. Alors l'Amérique l'a abandonné, a enterré la recherche et a investi des trillions de dollars dans l'infrastructure à uranium à la place. Pendant les 50 années suivantes, les réacteurs au thorium ont été traités comme une curiosité scientifique, le genre d'idée que les scientifiques trouvaient suffisamment intéressante pour flirter avec et écrire des articles audacieux dans des revues académiques, mais beaucoup trop impraticables à réellement construire. Les experts en énergie occidentaux insistaient sur le fait que les défis techniques étaient insurmontables. Les sels fondus corrosifs détruiraient tout récipient de réacteur en quelques mois. Les radiations de neutrons briseraient les matériaux structurels et le sous-produit de tritium posait des risques de contamination ingérables. Les coûts étalés s'étaient trop élevés, le délai trop long et la possibilité de succès trop incertaine. Ainsi, le thorium a été mis de côté. Mais pendant que les scientifiques américains expliquaient pourquoi cela ne pouvait pas être fait, les ingénieurs chinois retroussaient déjà leurs manches. Le réacteur au thorium de la Chine n'est pas seulement opérationnel, il est presque parfait. Tout en produisant de l'énergie propre avec zéro émission de carbone, le réacteur génère beaucoup moins de déchets radioactifs que la plupart des réacteurs traditionnels. Le meilleur. Il fonctionne à pression atmosphérique, ce qui signifie qu'il ne peut physiquement pas exploser comme Tchernobyl ou Fukushima. Les États-Unis avaient 50 ans d'avance sur cette technologie et ont choisi de l'abandonner. La Chine a repris les plans, les a améliorés et a construit l'avenir, pendant que l'Amérique débattait encore de la possibilité même de le faire. Alors comment ont-ils fait et quels secrets sont cachés dans cette installation isolée du désert de Gobi ? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'équilibre mondial des pouvoirs, alors que nous nous dirigeons vers un avenir où l'énergie est toute ? Pourquoi ils l'ont abandonné ? Maintenant, avant de continuer, il est très important que nous comprenions une chose. Lorsque l'Amérique a dit que les réacteurs au thorium étaient impossibles, ils n'étaient pas simplement dramatiques ou ne cherchaient pas à garder une technologie secrète par méchanceté. Leurs craintes étaient en réalité fondées sur des préoccupations sincères. Il y avait 3 véritables problèmes d'ingénierie catastrophiques
qui avait déconcerté les esprits les plus brillants de la physique nucléaire pendant plus d'un demi-siècle. Et d'une manière ou d'une autre, la Chine a réussi à surmonter tous ces obstacles. Mais avant de plonger dans la façon dont ils l'ont fait, vous devez comprendre exactement ce qui rendait la construction de réacteurs au thorium si cauchemardesque. Car une fois que vous saisissez l'ampleur de ces défis, l'accomplissement de la Chine devient encore plus impressionnant. Le premier problème était la question de la chaleur. Remplacer l'ensemble du cœur du réacteur tous les 4 ans coûterait des centaines de millions de dollars. C'est juste un acte de suicide financier. Les métallurgistes américains ont tout essayé. Ils ont expérimenté des dizaines de compositions d'alliages, testé des revêtements céramiques et exploré des matériaux exotiques comme le molybdène et le tantale. Rien n'a fonctionné à long terme. Dans les années 1980, le consensus était clair. Il n'existe aucun matériau sur Terre capable de résister au sel fluoré fondu à 700 degrés Celsius pendant 3 décennies sans échec catastrophique. Et les problèmes ne s'arrêtaient pas là. Si la corrosion des sels fondus était le premier cercle de l'enfer, les dommages causés par la radiation des neutrons étaient le second. À l'intérieur d'un cœur de réacteur nucléaire, des milliards de neutrons volent constamment à près de la vitesse de la lumière, percutant tout sur leur passage. Lorsqu'un neutron frappe un atome dans le matériau structurel du réacteur, il ne rebondit pas simplement. Il s'enfonce profondément dans le réseau atomique, déplaçant d'autres atomes et créant des défauts microscopiques. Au fil du temps, ces défauts s'accumulent. Le métal devient fragile, des fissures se forment. Avant longtemps, l'intégrité structurelle s'effondre. Ce processus s'appelle la fragilisation par les neutrons. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les réacteurs à uranium traditionnels ont une durée de vie limitée. Après 40 ans de bombardement par les neutrons, même l'acier le plus résistant devient aussi fragile que du verre. Mais si vous pensiez que la corrosion des sels fondus et la fragilisation par les neutrons étaient mauvaises, il y a un troisième cauchemar, le tritium. Le tritium est un isotope rare de l'hydrogène. Il est produit comme sous-produit dans les réacteurs au thorium lorsque des neutrons interagissent avec des atomes de lithium dans le fluide de refroidissement à sel fondu. Et voici le problème. Le tritium est incroyablement difficile à contenir. De nombreux autres éléments radioactifs sont lourds et faciles à protéger. Mais pas le tritium, c'est la substance radioactive la plus légère qui existe. Chimiquement, il agit comme de l'hydrogène ordinaire, ce qui signifie qu'il peut se lier à l'oxygène pour former de l'eau radioactive. Et comme le tritium est si petit et léger, il peut diffuser à travers des parois métalliques solides, passant directement à travers l'acier comme un fantôme traversant un mur. Cela s'appelle la perméation du tritium et c'est terrifiant. Si le tritium devait s'échapper du réacteur, les conséquences seraient terribles. Bien sûr, les premières victimes seraient là, les travailleurs de l'installation qui seraient exposés à des niveaux dangereux de radiation. Ensuite, les eaux souterraines seraient rapidement contaminées, ce qui empoisonnerait les écosystèmes. Même de faibles quantités de contamination par le tritium peuvent rendre une installation entière inhabitable pendant des décennies. Ce n'est pas une possibilité théorique. Le Japon en a été victime lorsqu'il a tenté de construire un réacteur de fusion expérimental qui produisait du tritium comme sous-produit. Malgré l'utilisation de barrières de confinement à triple couche et de revêtements céramiques avancés, les fuites de tritium ont dépassé les limites de sécurité dans la première année d'exploitation. Le projet a finalement été abandonné après des milliards de pertes. Les ingénieurs nucléaires américains ont étudié l'échec japonais en profondeur et ont conclu que la contention du tritium dans un environnement à sel fondu était un problème insoluble. Donc en gros, si vous deviez construire un réacteur à sel fondu au thorium fonctionnel, vous devriez résoudre 3 problèmes presque impossibles en même temps. D'abord, inventer un matériau capable de survivre au sel fondu à 700 degrés Celsius pendant des décennies. Ensuite, empêcher la radiation des neutrons de briser ce matériau. Et enfin, contenir le tritium, un gaz radioactif qui s'infiltre à travers le métal solide sans fuite. Oh, et vous devriez faire tout cela tout en maintenant des coûts compétitifs avec le charbon, le gaz naturel et les réacteurs à uranium traditionnels. Dans ce cas, nous ne pouvons vraiment pas blâmer les autres pour avoir reculé. Mais d'une manière ou d'une autre, la Chine a réussi à résoudre tous ces problèmes, complètement définitivement. Le principal avantage qu'ils avaient était l'emplacement. Le site du réacteur près de la ville reculée de Wuwei à la lisière du désert de Gobi a été choisi pour plusieurs raisons. La première était elle était son isolement total. Ici, il pouvait travailler, il est travaillé en toute tranquillité d'esprit. La région était également sismiquement stable, ce qui signifie qu'il n'y avait pas eu de tremblement de terre majeur enregistré. De plus, la région avait accès à des aquifères souterrains, et dans le cas où il y aurait une fuite catastrophique, la contamination radioactive serait contenue dans le désert.
eau, et ce réacteur à sel fondu au thorium ne nécessite pas du tout d'eau. La plupart des centrales nucléaires conventionnelles dépendent de grands volumes d'eau de refroidissement, ce qui les rend vulnérables aux sécheresses et aux vagues de chaleur. La philosophie derrière ce projet d'1 milliard de dollars était claire comme de l'eau de roche. Choisir les personnes les plus intelligentes, leur donner des ressources illimitées, supprimer la bureaucratie et exiger des résultats. L'Amérique avait abandonné la recherche sur le thorium dans les années 70. Maintenant, la Chine traduisait discrètement chaque rapport d'Oak Ridge, étudiait chaque échec et se préparait à l'améliorer. Il s'avère qu'ils l'ont fait. Pour surmonter la corrosion, les chercheurs ont redessiné l'alliage atome par atome, ajoutant du titane, augmentant le molybdène, introduisant du niobium et raffinant la pureté à un extraordinaire 99-97%. Après 3 ans de tests de milliers d'échantillons sous des microscopes électroniques et des spectromètres, ils avaient enfin créé une super alliage capable de survivre au sel fondu pendant plus de 30 ans. Cela a réduit la corrosion de 97% et pratiquement éliminé toute fissuration. Pour le modérateur en graphite du réacteur, au lieu d'utiliser des blocs de graphite, les ingénieurs ont rempli le cœur avec 60 000 sphères de graphite revêtues de carbure de silicium, chacune de la taille d'une balle de tennis. Le sel fondu s'écoule entre elles, créant un environnement neutronique autorégulant naturellement. Lorsque la température augmente, le sel se dilate, réduisant l'absorption des neutrons et ralentissant la réaction sans barre de contrôle. Ensuite, un dispositif de sécurité à bouchon de congélation fondrait s'il était surchauffé et drainerait le combustible dans des réservoirs souterrains. Ce design signifiait qu'une fusion était physiquement impossible. Ensuite, avant de charger du combustible réel, les scientifiques ont utilisé un puissant superordinateur pour construire un jumeau numérique complet de l'ensemble du système de réacteur. Ils ont modélisé chaque tuyau vanne soudure et composant dans les moindres détails. L'équipe a simulé des pannes allant des dysfonctionnements de refroidissement aux tremblements de terre et aux attaques délibérées. Au total, ils ont effectué 1 milliard d'heures de tests virtuels, équivalent à environ 114 000 années de fonctionnement du réacteur. De cette façon, ils avaient simulé toutes les possibilités et le résultat était un réacteur entièrement opérationnel qui, il y a quelques semaines, est devenu pleinement fonctionnel. Mais loin d'être une victoire pour la Chine, c'est une victoire pour l'avenir de l'humanité. Si nous examinons les choses d'un point de vue d'énergie propre, les réacteurs à sel fondu et le combustible au thorium sont attrayants, car ils promettent de répondre à plusieurs des critiques qui ont pesé sur l'énergie nucléaire traditionnelle. Fonctionner à pression atmosphérique réduit le risque d'échec à haute pression, tandis que le combustible liquide peut être évacué dans des réservoirs de refroidissement passif en cas d'urgence, une caractéristique souvent citée comme un avantage de sécurité inhérent. Mieux encore, le thorium lui-même est plus abondant que l'uranium sur notre planète, et lorsqu'il est utilisé dans un cycle de combustible correctement conçu, il peut potentiellement générer moins de déchets transuraniens à longue durée de vie. Et bien sûr, nous savons tous que c'est l'un des aspects les plus sensibles sur le plan politique de l'énergie nucléaire dans notre monde aujourd'hui. La décision de la Chine d'investir massivement dans cette technologie est également un signal géopolitique. En se positionnant en premier sur un réacteur à sel fondu au thorium fonctionnel et en l'associant à une stratégie nationale plus large, Pékin se positionne comme un acteur de référence pour les conceptions nucléaires avancées qui pourraient être exportées à des partenaires assoiffés d'énergie en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Et voici le coup de grâce. Oui, le reste du monde vient de se réveiller soudainement à la nouvelle de cette centrale fonctionnelle le 21 novembre. Mais la Chine y travaillait déjà en silence depuis des décennies. Et cela ne peut signifier qu'une chose. Les ingénieurs chinois ont discrètement accumulé une expérience opérationnelle qui manque à d'autres pays. Et cette expérience se traduirait par un avantage commercial une fois que ces réacteurs à sel fondu passeraient de la démonstration à la mise en service. Bien sûr, si cela se produit, cela signifie que le projet Thorium n'est pas seulement une expérience scientifique, mais fait partie d'un effort plus large des planificateurs énergétiques chinois pour dominer la prochaine vague de technologies nucléaires de la même manière que le pays a déjà réussi à dominer la fabrication solaire. Mais même si les choses tournent mal, la Chine doit être applaudie pour avoir au moins fait décoller cette idée. Leur philosophie de construire d'abord puis d'améliorer ensuite est définitivement quelque chose que les puissances occidentales doivent avaler leur fierté et commencer à imiter. Merci de regarder, à la prochaine.